C'était l'incarnation même de l'antagoniste avec une gueule cassée taillée dans le granit, un regard d'acier perçant et une voix sépulcrale qui vous glaçait le sang. Il était véritablement un virtuose dans son art, l'un des méchants les plus redoutables et pourtant sous-estimé des annales du 7e art. Son nom résonne encore comme un coup de tonnerre, Lee Van Cleef, une figure incontournable et légendaire de l'âge d'or du western spaghetti. Hélas, le destin a frappé le 16 décembre 1989 lorsque cette icône du cinéma nous a quittés prématurément à 64 ans, laissant derrière elle un héritage artistique nimbé d'un mystère impénétrable. Aujourd'hui, en 2026, soit 37 ans après sa disparition tragique, le fils de l'acteur sort de l'ombre pour confirmer une théorie que beaucoup de fans soupçonnaient en silence depuis des décennies. Quelle est cette révélation choc ? Restez avec nous pour cette plongée fascinante dans la saga incroyable de Lee Van Cleef. Nous allons mettre en lumière chaque facette de son existence depuis ses racines modestes jusqu'au sommet vertigineux de sa gloire hollywoodienne. L'épopée de Van Cleef ne débute pas sur un tapis rouge glamour, mais ressemble plutôt au script d'un western poussiéreux qui commence dans une petite bourgade oubliée au milieu de nulle part. Il voit le jour le 9 janvier 1925 à Somerville dans le New Jersey. Fils de Marion Lavinia Van Fleet et de Clarence Lee Van Cleef, il grandit au sein d'une famille qui n'avait ni fortune ni renommée. C'étaient simplement des gens ordinaires et travailleurs luttant pour joindre les deux bouts durant les années noires de la décennie 1930. Profondément marqué par la Grande Dépression, le jeune Lee a connu les mêmes privations et l'incertitude économique qui ravageaient le quotidien de millions d'Américains à travers le pays. C'était une époque rude où les rêves de grandeur étaient souvent écrasés par la réalité brutale de la survie. Pourtant même au cœur de cette grisaille, il se dégageait déjà quelque chose de singulier chez lui. Il possédait un charme robuste, une promesse silencieuse de la personnalité magnétique qu'il allait plus tard imposer sur grand écran. Van Cleef a passé son enfance et son adolescence à Somerville, où une timide curiosité pour la comédie a commencé à germer. Ce n'était pas une passion dévorante au départ, mais il était fasciné par l'évasion que procurait le cinéma. Les salles obscures offraient un portail vers des mondes exotiques, une réalité faite d'aventures et de paillettes qui tranchait radicalement avec la monotonie de son quotidien dans le New Jersey. Ses premiers pas d'acteur ne se sont pas faits sous les projecteurs, éblouissant de la Californie mais sur les modestes planches de l'auditorium de son lycée. C'est là que Van Cleef a goûté pour la première fois, à l'ivresse du jeu, une sensation qui allait sceller son destin. Ses apparitions dans les spectacles scolaires dévoilaient déjà un talent brut et naturel. Il avait ce magnétisme animal, cette capacité innée à capturer l'attention de la foule, des qualités qui deviendraient sa signature indélébile dans l'industrie cinématographique. Une fois son diplôme de fin d'études secondaires en poche, le chemin de Van Cleef ne l'a pas guidé directement vers Hollywood. L'appel du devoir a retenti et il s'est retrouvé à servir sous les drapeaux dans la marine américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Cette expérience brutale a sans aucun doute forgé le caractère d'acier et la profondeur psychologique qu'il insufflerait à ses personnages dans les années suivantes. Concernant le service militaire de Van Cleef, après avoir achevé une formation rigoureuse, il a d'abord été affecté à un chasseur de sous-marins avant de rejoindre l'équipage d'un dragueur de mines, l'USS Incredible, où il opérait en tant que sonariste. Il possédait une ouïe infaillible pour traquer les menaces silencieuses des profondeurs et un œil de lynx pour repérer les mines ennemies. Au début, le navire patrouillait dans les eaux des Caraïbes, où l'on imagine volontiers le futur acteur s'initier au plaisir, du rhum et des cigares. La guerre l'a ensuite envoyé en Méditerranée, où il a participé aux opérations cruciales du débarquement dans le sud de la France, a été témoin de la libération de l'Europe face au joug nazi et a découvert la beauté mélancolique de la Côte d'Azur. En janvier 1945, l'Incrédible a mis le cap sur la mer Noire pour des missions périlleuses depuis la base navale soviétique de Sébastopol en Crimée. Il a vécu des moments de tension extrême et a vu de près l'horreur des conflits. Malgré le danger constant, le navire a effectué des patrouilles de sauvetage en haute mer, sauvant des vies et tissant des liens de fraternité avant de retourner vers la Sicile. Là-bas,
Il a pu goûter à la gastronomie savoureuse et s'imprégner de la culture riche de l'île italienne au moment de sa libération. Lorsqu'il est démobilisé en mars 1946, il avait atteint le grade de maître sonariste de première classe et arborait son insigne de dragueur de mine. Son courage lui a valu la Bronze Star et la médaille de bonne conduite, récompensant sa bravoure et sa discipline exemplaire. En raison de ses multiples déploiements, Van Cleef était également éligible pour les médailles de campagne Europe-Afrique, Moyen-Orient la médaille de campagne Asie-Pacifique ainsi que la médaille de campagne américaine et celle de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. C'était un héros décoré, un homme ayant vu le monde sous ses facettes les plus dures. De retour à la vie civile en 1946, sa vocation artistique a pris le dessus et a commencé à se concrétiser. Il s'est lancé corps et âme dans le monde du théâtre cherchant à polir son talent brut. Il a rejoint le prestigieux Actors Studio de New York, où il a probablement affiné sa technique de jeu, bâtissant ainsi les fondations solides de la carrière légendaire qui l'attendait. C'est très certainement ici qu'il a pu aiguiser son talent, posant une à une les pierres fondatrices de l'incroyable destinée professionnelle qui lui tendait les bras. C'est précisément au cœur de cette effervescence créative que la destinée de l'acteur s'est jouée une période charnière où il s'imprégnait des techniques dramatiques pointues qui allaient bientôt le révéler au grand public. L'alchimie unique entre la discipline de fer acquise durant ses années de service dans la marine et l'enseignement rigoureux reçu à B. L'acteur studio a constitué le socle inébranlable sur lequel Lee Van Cleef a bâti sa carrière légendaire. Une fois l'uniforme rangé fort d'état de service exemplaire, Van Cleef s'est lancé corps et âme dans sa conquête du spectacle. Ses premiers pas, il les a fait modestement à Clinton dans le New Jersey, officiant comme simple lecteur pour la troupe locale, sur la pièce Our Town. Loin de considérer cette tâche ingrate comme un échec, il a fait preuve d'une résilience admirable, transformant cette expérience en une véritable école d'observation. Il s'est accroché, continuant d'auditionner sans relâche, prouvant à chaque tentative que le théâtre n'était pas un caprice, mais une vocation viscérale. La récompense de cet acharnement arriva enfin sous les traits de Joe Pendleton, un boxeur dans la pièce Heaven Can Wait. Ce personnage était taillé sur mesure, pour lui permettant d'exhiber sa carrure athlétique tout en déployant une finesse de jeu surprenante oscillant entre humour et émotion. Une telle énergie ne pouvait rester confidentielle bien longtemps. Des chasseurs de tête présents par hasard dans la salle furent littéralement scotchés par son magnétisme animal. L'un d'eux, convaincu de tenir une perle rare, l'introduisit immédiatement auprès de Maynard Morris, un poids lourd de l'agence MCA à New York. La machine était lancée direction le théâtre Alvin pour tenter sa chance. En Mr. Roberts. Ce baptême du feu à Broadway en 1950 a marqué le coup d'envoi officiel d'un parcours qui allait marquer l'histoire du divertissement au fer rouge. Ses premières planches lui ont offert l'espace nécessaire pour peaufiner son style captivant l'auditoire par une présence brute et un charisme singulier qui deviendrait bientôt sa marque de fabrique indélébile. Le triomphe critique et public de la production Mr. Roberts lui a servi de tremplin idéal. Fort de ce succès initial, Van Cleef a opéré une transition stratégique vers le petit écran, enchaînant les apparitions dans diverses séries télévisées. C'était là un terrain d'entraînement inestimable pour polir son art. Même si ses rôles étaient souvent secondaires, ses expériences télévisuelles furent cruciales pour aiguiser son jeu et se faire un nom auprès d'une audience beaucoup plus vaste. Chaque passage devant la caméra était l'occasion d'explorer de nouvelles facettes, d'ajuster sa gestuelle et de perfectionner son attitude, le rapprochant inexorablement de la gloire qui l'attendait. C'est finalement dans l'univers impitoyable du western que Van Cleef a trouvé sa véritable identité artistique. En s'imposant comme l'antagoniste par excellence, il a donné ses lettres de noblesse aux méchants du cinéma, insufflant une complexité et une âme noire à des personnages qui, avant lui, manquaient souvent de relief. Sa capacité à projeter une menace silencieuse et à glacer le sang d'un simple regard a fait de lui une figure incontournable, une véritable force de la nature qui a redéfini les codes du genre western. L'un des tournants majeurs de cette ascension fut sans conteste sa participation au chef-d'œuvre Le Train sifflera 3 fois sorti en 1952.
Même s'il ne tenait pas encore le haut de l'affiche, son apparition dans ce film culte a agi comme un révélateur puissant, marquant le début de son règne sur l'Ouest sauvage. Sous les traits de Jack Colby, l'un des tueurs attendant le héros, il a réussi à exister face au monstre sacré qu'était Gary Cooper. Malgré un temps de parole limité et un rôle de soutien, la performance de Van Cleef a imprimé la rétine des spectateurs, prouvant qu'il possédait cette aura rare capable de voler la vedette, en restant au second plan. Cette incarnation préfigurait toute l'intensité et la noirceur qu'il allait injecter dans ses futurs rôles de scélérat, servant de prologue fascinant à sa filmographie. L'art de Van Cleef résidait dans sa faculté à faire planer un danger imminent et imprévisible, jouant sur des nuances imperceptibles qui ont révolutionné la manière de percevoir les méchants dans les westerns de l'époque. La visibilité acquise grâce au train sifflera 3 fois, grandement ouvert les portes d'Hollywood, lui permettant d'explorer son métier plus en profondeur et de s'établir comme l'acteur de référence pour les rôles d'hommes de main charismatiques. Réalisateurs et public ont vite compris qu'il offrait bien plus qu'une simple présence physique. Il transcendait les clichés du bandit unidimensionnel en ajoutant des strates psychologiques qui densifiaient la trame narrative des œuvres auxquelles il participait. Sa prestation dans ce classique de 1952 a véritablement posé les fondations de sa trajectoire stellaire. C'était un aperçu saisissant de son potentiel, une bande-annonce des performances hypnotiques qui allait sceller son héritage dans le panthéon du cinéma. Ce rôle parmi d'autres à cette époque a servi de laboratoire pour ses futurs portraits, démontrant qu'il pouvait fasciner les foules mêmes, sans être le héros et annonçant les personnages iconiques qui lui vaudraient une place éternelle dans la légende. D'Hollywood, son rôle pivot dans et pour quelques dollars de plus, viendrait plus tard cimenter son statut de géant du cinéma. L'année 1965 marque un tournant décisif pour Lee Van Cleef, qui en donnant la réplique à Clint Eastwood a bouleversé les codes établis. Ce n'était pas seulement un renouveau pour sa carrière, mais une véritable révolution pour le genre du western spaghetti. Sous la direction de Sergio Leone, ce film a propulsé l'acteur au sommet de la gloire internationale, figeant pour toujours son statut de légende du Far West. Son interprétation du colonel Douglas Mortimer, figure énigmatique confrontée à l'homme sans nom, a brillamment démontré l'étendue de son talent dramatique et son magnétisme naturel devenant un pilier majeur du triomphe de l'œuvre. L'association de Van Cleef avec le maestro Leone, dans Et pour quelques dollars de plus, a su capturer l'âme véritable du genre caractérisé par un réalisme sans phare des protagonistes à la moralité trouble et une photographie à couper le souffle. En prêtant ses traits au colonel Mortimer, ce chasseur de primes hanté par une vengeance intime, il a offert une magistrale leçon de finesse et de profondeur. Il a réussi à projeter avec une aisance déconcertante une aura de dignité mêlée à une souffrance sourde, élevant son rôle bien au-dessus des clichés habituels du méchant de western. L'alchimie palpable entre Van Cleef et Eastwood crevait l'écran, instaurant un jeu de miroir fascinant qui tenait le public en haleine. Leurs performances respectives ont injecté une complexité et une densité narrative à l'intrigue dépassant largement la simple dichotomie entre le héros vertueux et le vilain. Ce talent unique de Van Cleef pour peindre des personnages en clair-obscur, alliant une rigidité apparente à une imperceptible fragilité, a profondément ému les spectateurs, faisant de lui bien plus qu'un antagoniste redoutable, mais une figure humaine riche et captivante. Dans un registre totalement différent, le biopic Grace de Monaco tente de percer le mystère des tourments secrets et du désir d'émancipation de la légendaire Grace Kelly. Bien que la critique ait souvent pointé du doigt une mise en scène trop glamour et des libertés historiques, le film propose néanmoins une lecture subtile des épreuves traversées par la princesse au cœur de son union avec le prince Régnier III, se basant sur des investigations poussées et des témoignages de proches du palais. Le script dresse un portrait poignant d'une femme, cherchant désespérément à respirer une facette de sa vie souvent masquée par l'éclat de son image publique. La réticence de la famille princière envers ce long métrage découle probablement de la peur de voir se briser le vieux tabou hollywoodien qui protège la réalité conjugale de l'icône. À l'écran, le scénario dépeint un Régnier faisant chambre à part et totalement absorbé par ses obligations diurnes, mais il reste silencieux sur les rumeurs persistantes d'infidélité.
Cette impasse narrative a d'ailleurs relancé de nombreux débats sur l'occultation des facettes plus sombres du prince, notamment sa supposée promiscuité et sa dureté. Wendy Lee, biographe reconnue de la princesse, insiste sur le fait que le film ne fait qu'effleurer la surface du vécu de Grace, échouant à saisir toute la complexité du comportement de Rainier et la détresse intime de son épouse. Son ouvrage True Grace plonge bien plus profondément dans les arcanes de ce mariage royal, décrivant le monarque comme un séducteur invétéré amateur de cigares qui aurait repris ses habitudes extra-conjugales peu de temps après que Grace soit tombée enceinte durant leur lune de miel. L'auteur affirme que Rainier entretenait des liaisons avec au moins 3 maîtresses dans les mois qui ont suivi les noces, une réalité brutale que la production cinématographique a préféré ignorer. Ces révélations apportent un éclairage nouveau et ajoutent une dimension tragique au combat de Grace pour préserver son autonomie. Au cœur de sa lutte contre la solitude et le mal du pays, elle trouvait parfois un refuge éphémère dans la cuisine, préparant des plats américains pour son époux lors de rares instants de douceur. Toutefois, son acclimatation au rocher fut une épreuve compliquée par des soucis de santé récurrents comme des conjonctivités, des allergies sévères et des insomnies chroniques, exacerbant son sentiment d'isolement et de mal-être. Revenons à l'univers de Léon avec l'incarnation de la brute par Van Cleef, un véritable coup de maître illustrant sa faculté à saisir l'essence même du mal absolu, froid et calculateur. Son regard d'acier combiné à une présence physique intimidante générait une tension quasi insoutenable à chacune de ses apparitions. Malgré la noirceur du personnage de Santenza Van Cleef, lui a insufflé un charisme vénéneux et une épaisseur psychologique, suggérant des zones d'ombre dans sa personnalité qui le hissaient bien au-dessus du simple méchant de service pour en faire une antithèse fascinante du héros. Par la suite, le film La mort était au rendez-vous, sorti en 1967, a définitivement ancré sa légende dans le panthéon du western spaghetti. Dans cette œuvre, il campe un vieux tireur endurci, traquant inlassablement les assassins de sa famille. Ce rôle centré sur les thématiques de la vengeance et de la rédemption a offert à l'acteur une nouvelle plateforme pour étaler sa polyvalence et la richesse de son registre émotionnel. Le personnage qu'il incarnait marquait une rupture nette avec ses habitudes d'antagoniste, lui permettant d'explorer les méandres de l'âme d'un homme torturé mais guidé par une soif inextinguible de justice. L'art de Van Cleef consistait à externaliser les conflits intérieurs, rendant chaque silence éloquent. Sa capacité à exprimer le tumulte intérieur de ses personnages sans dire un mot reste encore aujourd'hui sa signature inoubliable. Derrière ce regard perçant, Lee Van Cleef savait révéler une fragilité inattendue, une nuance qui changeait tout. C'est cette étincelle d'humanité brute qui captivait le public, notamment dans des œuvres cultes comme Le Bon la Brute et Le Truand, ou encore Et pour quelques dollars de plus. Van Cleef a brillamment démontré qu'il pouvait transcender les clichés habituels du western spaghetti, que ce soit sous les traits glacial et impitoyables de Santenza, alias Angel Eyes, ou dans la peau du vengeur méthodique qu'est le colonel Mortimer, il a su déployer une incroyable palette de jeux. Ses performances, tout en subtilité et en retenue, l'ont imposé comme un comédien d'une polyvalence rare, capable d'insuffler à ses rôles une profondeur psychologique et un héritage qui perdure encore aujourd'hui au panthéon du cinéma. Si Van Cleef reste gravé dans les mémoires comme l'une des meilleures incarnations du méchant, que ce soit dans un western poussiéreux ou un thriller moderne, il a toujours su s'adapter, nous gratifiant parfois même d'un sourire en coin. Mais s'est-il déjà glissé dans la peau du véritable héros du gentil de l'histoire? La réponse est un grand oui. En réalité, il a incarné plusieurs personnages positifs, même s'il faut l'avouer, certains d'entre eux n'avaient pas beaucoup de chance. Prenons, par exemple, son rôle du Caporal Stone dans Le Monstre des Temps Perdus, sorti en 1953, un classique, où un dinosaure titanesque est tiré de son sommeil par une explosion atomique. On le retrouve aussi en Dr Tom Anderson dans La créature est parmi nous en 1956, affrontant un extraterrestre ressemblant à un concombre qui contrôlait les esprits. Dans ces deux cas, il tentait de sauver la situation mais finissait invariablement tué par les créatures. Peut-être que le destin essayait de lui dire de rester un antagoniste. Pourtant, il a connu le succès en tant que héros dans le film Captain Apache en
1971. Il y tenait le rôle principal, celui d'un officier de l'armée américaine d'origine amérindienne menant l'enquête sur une conspiration liée au mot mystérieux Matin d'avril. Il a même eu l'occasion de pousser la chansonnette pour le thème du film, un petit plaisir coupable pour ses fans. Il a ainsi prouvé qu'il pouvait être une figure héroïque crédible, même si cela impliquait de porter une perruque douteuse et un faux bronzage prononcé. La carrière de Van Cleef a pris un tournant fascinant lorsqu'il s'est éloigné des saloons pour explorer d'autres horizons démontrant toute son élasticité en tant qu'acteur. On l'a vu briller dans des productions comme New York 1997, sortie en 1981, ou dans la série télévisée L'homme au katana, diffusée de 1984 à 1985, dans le film culte de John Carpenter. Van Cleef incarnait Bob Hawke, un commissaire de police dur et autoritaire qui force la main à Snake, plus qu'un criminel notoire pour aller secourir le président dans une prison à ciel ouvert. Il menace même de faire exploser la tête de Snake en cas d'échec. Ce n'était certes pas un enfant de cœur, mais pas un vilain non plus. Il faisait simplement son sale boulot, dans un futur dystopique où tout partait à la dérive. Quant à L'homme au katana, une série qui n'a malheureusement duré que 13 épisodes, Van Cleef y jouait John Peter McAllister, un vieux maître ninja sillonnant l'Amérique avec son jeune disciple Max Keller. Il lui enseignait les arts secrets du ninjutsu tout en combattant l'injustice. C'était un mentor à la fois sage et bienveillant, doté d'un solide sens de l'humour. Un personnage aux antipodes de ses rôles habituels de tueur froid dans les westerns, mais il s'en est sorti avec une grâce et un charme indéniables. Ses incursions hors du western ont solidifié sa réputation et confirmé son statut d'acteur talentueux et aimé, capable de tout jouer. Passons maintenant au mariage au milieu des lumières scintillantes d'Hollywood. La vie privée de Lee Van Cleef était tout aussi dramatique que les personnages qu'il incarnait à l'écran. Son parcours sentimental a ressemblé à de véritables montagnes russes avec des hauts vertigineux, des bas abyssaux et quelques virages serrés. Sa première grande aventure conjugale a débuté avec Patty Root en 1943. Ce fut le début d'un chapitre significatif de sa vie personnelle, riche en rebondissements, digne de ses propres films. Cette histoire a duré près de 2 décennies avant de se terminer en 1960. Alors qu'il naviguait dans les hauts troubles de sa vie privée, Van Cleef était également occupé à bâtir sa légende à Hollywood. C'était presque comme s'il devait jongler entre l'amour et la gloire, tel un artiste de cirque chevronné, essayant désespérément de maintenir toutes les balles, l'air sans jamais en laisser tomber une seule. Mais juste au moment où l'on pensait que le rideau était tombé sur ses aventures, romantique Van Cleef est revenu sur le devant de la scène matrimoniale. De 1960 à 1974, il s'est uni par les liens du mariage avec Joanne Marjorie Drain. Ce deuxième acte a apporté un semblant de stabilité et de complicité dans l'existence de l'acteur, lui offrant une partenaire avec qui partager les feux de la rampe durant une période de succès ininterrompu au cinéma et à la télé. Cependant, comme le dit l'adage, toutes les bonnes choses ont une fin et cette union n'a pas fait exception à la règle. Au-delà du domaine des relations amoureuses, la vie, l'intimité familiale de Van Cleef constituait une trame narrative à part entière ponctuée de défis et de triomphes aux côtés de Patsy Rothkale. Le couple a eu la joie d'accueillir 3 enfants, Alan, David et Deborah, mais concilier les impératifs de la paternité avec une carrière cinématographique en pleine explosion ressemblait sans doute à un numéro de funambule exécuté tout en jonglant avec des torches ardentes. Il n'est donc guère surprenant que le vécu de l'acteur ait été aussi riche et complexe que les antagonistes qu'il a immortalisés à l'écran. Fait notable, c'est avec Barbara Havlon qu'il scella sa dernière union en l'an 1976. Ce mariage ultime portait en lui la promesse d'un épilogue heureux, et bien qu'il ait perduré plus longtemps que ses précédentes relations, il s'est inévitablement conclu avec la disparition tragique de la star. Une lutte silencieuse s'est alors révélée une vérité poignante surgissant lors d'un coup de théâtre, que personne n'avait anticipé. C'est le fils de Van Cleef qui a confirmé ce que beaucoup dans le milieu suspectaient depuis des années.
le combat muet que menait son père derrière son regard d'acier, prouvant que même les figures les plus énigmatiques cachent des failles. La vie de Van Cleef fut malheureusement marquée par une dépendance dévorante au tabac, exacerbée par une peur viscérale de ressentir le froid. Il enchaînait les cigarettes, cherchant dans les volutes de fumée un apaisement pour soulager son inconfort physique permanent. Durant ces dernières années, l'acteur a dû affronter une cascade de soucis de santé, incluant de sérieux troubles cardiaques. Malgré tout, il s'est resté une force active dans l'industrie farouchement déterminée à poursuivre les tournages de films et de séries télévisées. Cependant, un tournant dramatique est survenu en l'an 1958, lorsqu'un accident de voiture brutal a failli mettre un terme définitif à son illustre carrière, voire à son existence même. Les séquelles lui ont laissé une blessure au genou totalement dévastatrice, semant le doute sur sa capacité à remonter un jour à cheval. C'était un coup du sort cruel pour un homme devenu l'incarnation vivante du western. Le spectre de ce traumatisme hantait Van Cleef, lui infligeant une douleur chronique et implacable qui ne l'a plus jamais quitté. Le parcours de résilience de Lee Van Cleef face à l'adversité et son chemin vers la rémission furent un véritable calvaire interrompant ses ambitions artistiques durant une longue période. Contraint de s'éloigner pendant une année entière des plateaux de cinéma, Van Cleef s'est aventuré en terrain inconnu en s'associant à sa seconde épouse, Joan, pour lancer une entreprise singulière de décoration d'intérieur. Cette reconversion inattendue a permis à sa fibre créative de s'épanouir bien au-delà des frontières d'Hollywood, au cœur de cette phase de transition et de convalescence. Van Cleef s'est découvert une passion dévorante pour la peinture, révélant un don insoupçonné qui s'exprimait à travers des toiles captivantes représentant des paysages marins et terrestres. Ses projets artistiques se sont mués en un véritable sanctuaire offrant un réconfort spirituel transcendant la souffrance physique et émotionnelle qui endurait au quotidien. Immergé dans la couleur et l'imaginaire, il trouvait un répit à ses tourments canalisant son vécu sur des œuvres qui reflétaient la profondeur de son voyage intérieur. Cette période tumultueuse de l'existence de Van Cleef ajoute une dimension fascinante à sa légende. C'est le témoignage non seulement de sa résilience face aux épreuves, mais aussi de la nature, polyvalente de ses talents. Cela dévoile un chapitre méconnu, une parenthèse, où l'esprit indomptable d'une icône du cinéma a persévéré, explorant de nouveaux horizons créatifs tout en naviguant dans les hauts troubles de la rééducation physique. Durant cette époque difficile, Van Cleef a également dû surmonter des incidents supplémentaires comme la perte de la dernière phalange du majeur de sa main droite survenue alors qu'il bâtissait une cabane de jeu pour sa fille. Malgré ses coups durs, sa volonté de faire est restée intacte. Le 16 décembre 1989, à l'âge de 64 ans, Lee Van Cleef s'est éteint, laissant derrière lui un héritage colossal en tant que l'un des acteurs les plus marquants de sa génération. Son empreinte indélébile sur le 7e art continue de résonner. Ses performances intemporelles ne cessent de captiver et d'inspirer les spectateurs aux quatre coins du globe. La réalité tragique derrière le combat silencieux de ce héros énigmatique nous rappelle avec émotion que même derrière la façade plus robuste se dissimule souvent une grande vulnérabilité. Et voilà pour aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce récit et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement pour découvrir d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. Merci infiniment de nous avoir suivis et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.